Alors nous sommes ici au PC Course à Grenoble. C'est la matrice, là où tout se contrôle. Tout est suivi en direct. Et c'est là où il y a les cerveaux de l'UT4M. C'est ceux qui font la potion magique. Donc là j'ai vu le 413, il a bien abandonné, je pense 99%. Voilà, pour être sûr de ne pas perdre de coureurs en route, eh ben, nos bénévoles du PC Course sont connectés 24 heures sur 24 depuis jeudi. Évidemment, un gros travail aussi dans l'ombre pour localiser et pas perdre tous ces coureurs sur le parcours. On est toujours en direct de la ligne d'arrivée avec d'autres concurrents qui arrivent sous l'arche derrière moi. Et il y a une course dont on n'a pas beaucoup parlé. On avait pu voir les concurrents passer hier pendant la retransmission à Saint-Nazaire-les-Ems. C'est le 100 Masters. 100 km, deux massifs, Beldon et Chartreuse. Les concurrents sont partis hier matin, samedi matin, d'Uriage, ont traversé le massif de Beldon et celui de la Chartreuse. Et l'arrivée s'est jouée pour les meilleurs en fin de journée hier. Je vous propose de regarder ces images qui ont été diffusées en live pendant le briefing course. Le dernier briefing pour les coureurs qui partaient ce dimanche. Et bien pendant le briefing qui se déroulait ici où je me trouve, l'arrivée du vainqueur du 100 Masters est intervenue. Et donc on a basculé les caméras et les commentaires sur cette arrivée. Pour ce premier vainqueur, Yes. je vous le rappelle, regardez, c'est... Now he's going to cross the finish line with his son. Il va attendre son fils pour retraverser la ligne d'arrivée. Si vous avez des questions, nous n'aurons malheureusement pas le temps et la possibilité de vous répondre pendant ce briefing. Mais nous répondrons à toutes vos questions en ligne sur les réseaux sociaux. We will answer your questions on the social media if you need more information. Have fun tomorrow and tonight. Jacques, je ne sais pas si tu as du monde derrière, donc si c'est un petit peu loin. Est-ce qu'il y a du monde encore qui arrive là ou pas? Ouais, c'est pas loin. Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu. Tu viens de me dire, on va se donner un petit peu. Non, mais c'est pas grave si tu es sale, c'est normal. Raconte-nous un petit peu parce qu'on a vu que tu étais second pas avant et apparemment tu as fait un gros retour sur la fête. Ouais, je suis parti prudemment. C'est des distances que je connais pas en fait. Je suis parti prudemment, je me sentais bien. J'étais étonné de revenir sur le premier parce que en moment il était 10 minutes devant. Et moi je ne me suis pas posé de questions. Super parcours, bénévole partout. Vraiment incroyable, des gens incroyables. J'en reviens pas. T'en reviens pas? Je suis venu pour finir. Ouais, comme tu disais, donc 10 minutes d'écart, mais 10 minutes d'écart sur des distances pareilles, ça équivaut à 1 minute sur le point, c'est pas long. Et donc du coup, toi tu viens de la région parisienne, j'ai bien vu sur les fiches. Ouais, breton, parisien, breton. Et première trail en montagne. Eh ben c'est super, franchement, vous pouvez l'applaudir encore une fois. Stéphane, c'est le voilà, allez, belle image en tout cas. Et donc, aussi, la qualité des bénévoles également est magnifique course. Et il fait que le répéter, magnifique course. Pour ça, c'était pas battu à la montagne, là c'est gigantesque. Là, t'es là où il faut, du côté ici de la vache des Alpes. Et donc, tu vas encore avancer, il n'arrive pas, c'est énorme. Allez, là, tu peux avancer, je pense que tu auras envie de retrouver toute ta petite famille qui est venue, voilà. Alors, dis-le-moi dans le micro, c'est mieux. J'ai eu un gros coup moins moyen au 60e. J'avais l'impression de plus avancer, mais en fait ça avançait parce que je revenais devant. Mais c'est les premières distances pour moi comme ça, donc les temps faibles. J'ai vécu en temps faible et j'ai accroché. Et après ça a été quoi. Je commençais à cramper partout, je suis tombé, j'ai fait une grosse crampe au mollet. Et en fait ça a tenu. Ouais, c'est ça, l'ultra de toute façon c'est l'alternance de temps fort, temps faible. Et forcément, il faut régaler ces temps faibles. C'est ce que tu as fait à merveille. En tout cas, bravo, grosse course. Ah, ça fait plaisir, regarde, le temps 12h09.
pour ces 100 km de costaud, voilà, un guerrier. Et donc bien sûr tu vas pouvoir aller avancer, profiter des bénévoles encore une fois. Non, il est tout seul, papa. Ah, lever depuis 5 h ce matin, alors forcément, c'est sûr que. Va être fatigué, tu vas avoir envie de dormir, mais heureusement que tu n'arrivais pas trop tard, ça va. Tu vas pouvoir aller te reposer, bien sûr. Le ravito est juste là, sur ta droite. Et donc, bien sûr, on ne manquera pas de toujours continuer à remercier la course, les bénévoles et bien sûr son responsable Seb Carrier et toute son équipe, bien sûr, qui ont concocté un événement magique pour tous ces coureurs au cœur des Alpes, ici à Grenoble. Voilà l'arrivée de Jacques Guivarch, le Parisien, tout surpris de l'emporter ici à Grenoble après plus de 12 heures de course sur le 100 km. Il est arrivé hier en fin d'après-midi. On l'a vu passer donc, la ligne avec sa fille. Je crois que c'était plutôt sa fille que son fils, Jacques Guivarch. Une épreuve donc, qui a démarré samedi matin et qui est toujours en course. On vient de voir l'arrivée à l'instant du 400e de ce 100 km, Xavier Leclerc, 62 ans, un vétéran 3 qui a franchi la ligne après 30 heures et 41 minutes de course. Il reste encore une vingtaine de concurrents de ce 100 km sur le parcours. Il y a eu évidemment des abandons en route sur une distance aussi longue, c'est inévitable. Ils étaient 570 à partir sur cette épreuve hier. 150 ont abandonné, mais on en aura plus de 400 à l'arrivée à Grenoble. Et les derniers, je vous le dis, sont en train d'arriver ici sur la ligne devant le musée de Grenoble. Voilà, les dossards jaunes, c'est le 40 km. Ici, vous voyez passer un dossard orange. Ce sont des coureurs qui terminent le 100 km. On a eu Xavier Leclerc il y a quelques instants. Le prochain sur la ligne, normalement, sera Grégory Moreau, suivi de Christian Mouget et Yannick Lebarbe qui sont dans les derniers hectomètres de la course. À mes côtés, l'un des partenaires de cette UT4M, Catherine Chantaboun pour le Crédit Agricole. Bonjour. Bonjour Thibaut. Bienvenue Catherine. On parlait des bénévoles qui sont indispensables à la tenue d'une épreuve comme celle-là, mais il faut aussi des partenaires pour pouvoir soutenir financièrement les organisateurs d'épreuves aussi compliquées à organiser qu'un ultra sur 4 jours. Oui, effectivement, nous sommes partenaires de l'UT4M depuis 2016 avec notre banque régionale en fait, qui a son siège à Grenoble. Donc voilà, c'est tout naturel qu'un événement comme l'UT4M, le Crédit Agricole soit partenaire. Comme le Crédit Agricole est partenaire de tous les sports d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous avons créé un label, le sport comme école de la vie. C'est une image qui plaît aux annonceurs, celle du trail. On voit ces sportifs qui vont au bout d'eux-mêmes, où il y a un esprit aussi de convivialité entre les participants. On n'est pas là vraiment pour la gagne, on est plus là pour essayer d'aller au bout et de se faire plaisir. Exactement, c'est ça qui nous plaît et ce sont les valeurs que ce sport et cette compétition véhicule, hein, le dépassement de soi, la résilience, la résistance et l'humilité. Voilà, donc c'est une ambiance qui est très spéciale. C'est pas un sport de compétition individuelle, alors que c'est un sport individuel. Voilà, donc ça nous plaît, ces valeurs de solidarité qui rejoignent les nôtres. Là, pendant que vous parlez, on continue à avoir des images du direct entre la Bastille où se trouve Blandine et puis le sommet du Saint-Hénard où se trouve Marion pour attendre les coureurs parce qu'ils sont encore très nombreux à être sur le parcours de cette UT4M. Il y avait 12 courses au programme depuis jeudi. On est en train de voir les dernières s'achever ici à Grenoble. Est-ce que vous aviez des membres du Crédit Agricole qui étaient engagés dans la course? Parce que partenaire c'est bien, mais participant c'est mieux. Alors pas cette année, mais habituellement nous avons 3 à 4 collègues qui participent et qui font les 160 km d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. Ah oui, carrément, donc, quand ils participent c'est sur la grande course. Ah oui, sur la grande course, mais cette année je ne crois pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la collègue, je ne crois pas qu'on ait des équipiers cette année qui participent. Le rôle d'un partenaire, il y a le soutien financier, ça on peut le comprendre, mais est-ce que ça va plus loin? Est-ce qu'il y a d'autres formes d'engagement que vous prenez avec les événements que vous soutenez?
Alors, d'abord, le Crédit Agricole soutient plusieurs domaines. Le sport, bien évidemment, et on est ici avec l'UT4M. On soutient aussi les courses cyclistes de nos départements, que ce soit l'Ardéchoise, bien connue, ou la Drômoise, aussi connue. Et nous soutenons également la vie culturelle, la vie associative, la vie économique, et puis évidemment aussi l'agriculture. C'est un peu nos origines. Voilà. Et forcément, le Crédit Agricole qui ne soutiendrait pas l'agriculture, personne ne comprendrait. Exactement. Bon là, en plus, ça tombe bien puisque je crois que votre couleur principale, c'est le vert. Et que l'UT4M s'est mis au vert. On comprend d'ailleurs aussi pourquoi l'UT4M a choisi cette couleur. Quand on voit les images du parcours, on évolue, magnifique. On évolue beaucoup dans le vert. C'est magnifique. On est dans une très très belle région. Une région qu'on n'a malheureusement pas pu découvrir, on va dire au meilleur de sa forme pendant ces 4 jours, parce que vous l'avez dû voir. La météo était malheureusement de la partie la mauvaise météo, avec beaucoup de nuages sur les différents massifs, même si là on a un peu de chance pour finir cette dernière journée. On voit que Grenoble commence à prendre le soleil dans ce début d'après-midi. Voilà, vous voyez, si vous ne le voyez pas, je vais vous indiquer. Le grand bâtiment à gauche, c'est le musée de Grenoble. Et nous, la ligne d'arrivée, on est juste à droite, après les arbres. On voit un tout petit espace. Voilà, là, on est au plein centre, légèrement sur la droite de ce grand bâtiment. On est, top, on disparaît sur le carré UT4M. Voilà, c'est là où est installée notre ligne d'arrivée et notre plateau de commentateurs. Alors on n'attendra pas les membres du Crédit Agricole cette année sur la ligne. Non, ils y sont pas. Sur la ligne d'arrivée. Mais bon, si vous avez des ultra trailers, c'est aussi important quand on est dans une entreprise d'avoir des salariés, de leur offrir des possibilités de pratiquer des activités sportives à haut niveau ou pas d'ailleurs. Oui, alors on a énormément de collaborateurs qui pratiquent le sport de manière assez intensive. Et la chance qu'on a, c'est d'être dans cette très très belle région. Donc voilà, c'est propice. C'est dire la raison pour laquelle on a soutenu l'UT4M, parce que c'est une course typique qui met en valeur nos régions. Le Crédit Agricole qui a son siège ici à Grenoble. Exactement. Sur la presqu'île. Alors là, on a vu les coureurs qui faisaient un petit parcours dans les rues de Grenoble avant de rejoindre la ligne d'arrivée. Bon, ils ne sont pas allés jusqu'à la presqu'île. Ils auraient pu aller. La prochaine fois, vous les ferez passer devant chez nous. Et il faudra donner l'idée aux organisateurs de prolonger jusqu'à la presqu'île. Après, ils sortent de 170 km dans la montagne. Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de rajouter quelques kilomètres, même si c'est pour faire plaisir à un partenaire. Et puis c'est de plat après. C'est vrai que c'est plat, mais je peux vous dire que quand on sort de 4 massifs, que ce soit plat ou même en descente, on n'a plus trop envie de rajouter des kilomètres, et qu'on a surtout envie de passer la ligne d'arrivée. Il y a une autre belle épreuve de course à pied qui, pour le coup, la passe près de chez vous. C'est le marathon Equiden. Tout à fait. Qui a lieu au mois d'octobre, qui a lieu avec des courses par équipe, souvent des équipes d'entreprise d'ailleurs qui forment des équipes de 5 Là, nous en avons une. Ah bah voilà. Même 2. Je crois qu'on a eu la dernière édition 2 équipes. Donc voilà. Là, l'Equiden qui avait été annulé en 2020, mais qui est au programme de l'automne 2021 à Grenoble. Ça aura lieu à la fin du mois d'octobre, sur la presqu'île scientifique, justement, où le tout nouveau siège du Crédit Agricole est installé. Ça fait quoi, un an? Ça fait fin 2018, donc ça... ça fait déjà plus de bientôt 3 ans. Ça fait bientôt 3 ans, exactement. Le temps passe vite. Je me souviens des travaux du siège il y a encore quelques années, et le bâtiment assez remarquable sur la... Exactement. Nous sommes la dernière banque d'ailleurs régionale qui a son siège à Grenoble. Je fais un peu de pub. Voilà. Il faut le rester. Allez, on va faire un petit clin d'œil à Marion qui a tenu la caméra, notamment ici au sommet du Saint-Hénard. Marion qu'on a vu subrepticement, mais qui a peut-être... Voilà, bravo Marion. Bravo Marion. Bravo pour ces images pendant ces jours de retransmission. Et on peut applaudir tout le monde. On applaudit Marion, on applaudit les bénévoles, on applaudit les coureurs, on applaudit les spectateurs aussi. Il y en a visiblement des spectateurs qui sont montés au Saint-Hénard. Il y en a aussi qui sont montés à la Bastille en bulle, évidemment, mais au Saint-Hénard c'est un peu plus compliqué, même si on peut y accéder en voiture. Une petite route qui serpente au-dessus du Sapé. Mais pour aller sur beaucoup d'endroits du parcours, il fallait être capable de prendre aussi ses chaussures de trail et d'aller marcher à travers la montagne. Le sommet de la Bastille, qui est vraiment là, quand on arrive là, quel que soit le format de course,
on sait que c'est fini, qu'il reste plus qu'à dérouler dans Grenoble, 20-25 minutes, une demi-heure si vraiment on est cramé pour rejoindre cette ligne d'arrivée. Vous le voyez derrière moi, le soleil maintenant est là pour accueillir les derniers concurrents. Il y a encore du monde sur les courses, sur le 40 km notamment, sur le 160 également. Les bénévoles qui sont toujours au rendez-vous ici au sommet du Saint-Hénard avec les dossards jaunes engagés dans le 40 km qui poursuivent la course. Catherine, merci d'être venue merci Thibaut. Nous parler de votre association avec l'UT4M et plus largement avec le sport, avec le milieu sportif isérois. Il y a d'ailleurs quelques anciens sportifs de haut niveau qui font partie de l'équipe communication du Crédit Agricole. Exactement, Guillaume Ménard qui est dans mon équipe. Voilà, je pensais justement à lui. Guillaume, alors je sais pas si... Guillaume, on te salue si tu nous regardes. Je sais pas si... c'est pas son sport de prédilection, le trail. Mais non, c'est le rugby parce que nous sommes aussi partenaires du FCG évidemment. Voilà, Guillaume qui a fait une belle carrière de rugbyman professionnel au sein du FCG justement à Grenoble notamment, qui a pris sa retraite sportive, mais comme beaucoup de sportifs de haut niveau, après il réintègre une vie professionnelle plus classique et je crois qu'il commence à se mettre un peu à la course à pied. J'ai cru comprendre comme ça, en tout cas pour garder la forme, mais peut-être que... Je vais le taquiner lundi alors. Je pense qu'il faut lui suggérer l'idée de faire l'UT4M. Oui, vous êtes partenaire, il est au service com. La logique c'est qu'il mette un dossard l'année prochaine. Voilà, il n'est pas obligé de partir tout de suite sur le 160. Mais il viendra vous voir. Hein. Il y a des disciplines, il y a des distances un peu plus courtes. Il y a le 20 km Chartreuse, par exemple, qui est parti cette nuit du Sapé, qui, à mon avis, lui irait très bien. C'est en descente. Vous lui dites c'est en descente. Je lui dirai. Merci beaucoup, Thibaut. Merci, Catherine, d'être venue. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. On va accueillir dans quelques instants, pour terminer cette retransmission, le directeur de l'UT4M. Mais je vous propose avant ça de découvrir un autre reportage qui concerne les bénévoles et notamment un aspect particulier du travail en coulisses d'un ultra-trail comme celui-là, c'est le balisage. Tous ces petits fanions, voilà, vous les voyez, ces petits fanions qui balisent le parcours, 173 km, un fanion tous les 30 à 50 mètres. Faites le calcul chez vous pour savoir combien de fanions sont nécessaires pour baliser ce parcours. Ces fanions, est-ce qu'ils sont ensuite laissés dans la nature? La réponse avec ce reportage. Bonjour Florent, Aurélien, Alain, hello. Albin. Hello. Après tu tournes la caméra et tu te montres et tu dis bonjour. Donc comme vous pouvez le voir, on est en pleine préparation de l'édition 2022 de l'UT4M. Donc effectivement on a retiré les balises toute la nuit, toute la soirée et forcément il faut remettre des élastiques, reprendre des piquets, refaire des paquets de 25. Donc voilà, hein, ça sera fait pour l'année prochaine. Que ça marche bien. Ouais, toi tu vérifies que ça marche bien, c'est bon. C'est comme ça que ça marche l'UT4M et la magie se produit. Ça se passe même avec les Voilà, j'ai pas eu le temps de les compter ces fanions, mais il y en a beaucoup alors qu'on voit une nouvelle arrivée en direct du 100 km arrivée en famille. Alors c'est pas en famille, c'est en famille de coureurs. 4 coureurs qui ont dû faire course commune sur les derniers kilomètres de cette épreuve pour passer la ligne main dans la main. On vous l'a dit au cours de cette retransmission, c'est aussi l'un des charmes de ces épreuves de trail, c'est les relations qui peuvent se créer entre coureurs. Sur le 100 km, les coureurs que vous venez voir arriver ont passé plus de 30 heures dans la montagne, donc ça laisse le temps pour discuter, créer des liens et plus si affinité, puisqu'il est lors des premières éditions de l'UT4M, je crois qu'un couple de trailers s'était rencontré comme ça sur le parcours, avait fini les années suivantes par se marier. Une anecdote qui montre aussi la convivialité, enfin là c'est même plus que de la convivialité qui peut exister sur ce genre d'épreuve. Dans quelques instants, je vais demander à Sébastien Carrier, le directeur de la course, de me confirmer cette histoire, mais je crois me souvenir que c'était lors de
de la première édition. Alors que là, on est au sommet du Saint-Hénard. On voit que les coureurs prennent le temps d'admirer la vue, puisque c'est l'un des rares spots de ces 4 jours où les nuages se sont un peu levés et où on peut avoir, si ce n'est une vue sur les massifs environnants, au moins une vue sur la ville de Grenoble qui les attend en bas. Il reste encore, voilà, et le Saint-Hénard, il est là-bas au fond, derrière le musée de Grenoble. Et la ligne d'arrivée, elle est là, avec un nouvel arrivant, Dossard Rouge 160 Challenge. Donc il en termine avec cette dernière étape du 40 Chartreuse, 175 km au total à peu près à la louche pour ces coureurs. Hein. Le 160 porte mal son nom finalement, puisque la distance est plus longue qu'annoncée. Mais quand on aime, on ne compte pas, comme dit l'adage. Voilà. Elle est toujours là dans la descente de la Bastille avec les concurrents. Certains en profitent pour reprendre un peu une petite foulée pendant que d'autres marchent. Là, c'est le dossard orange, c'est le 100 km, c'est plus de 30 heures de marche non-stop. Donc on peut comprendre qu'on finisse un peu plus doucement que les dossards jaunes qui sont partis ce matin de Saint-Nazaire, ou les dossards rouges qui font partie du challenge, qui, même s'ils en sont à leur quatrième étape, ont également redécollé ce matin de Saint-Nazaire-les-Aisnes. Sébastien Carrier, le directeur de l'UT4M, m'a rejoint. C'est bien ça le titre, Sébastien? Oh, je fais partie de l'équipe d'organisation, mais le directeur de course cette année, c'est Yves Martineux. Tout à fait, c'est pour ça que je précisais de l'ensemble du dispositif. Sébastien qui a créé avec d'autres cette course il y a maintenant 8 ans, je crois. 9 ans, c'était 2013 en fait. 2013, 8 ans. Ah oui, 8 ans. On est en 2021. C'est la 9e édition, mais ça fait 8 ans, puisque la première édition compte pour 1, entre guillemets, l'an 0. Je le disais en voyant les coureurs passer la ligne main dans la main, c'est aussi une des particularités de ces épreuves de trail de longue distance, c'est qu'on a le temps de créer des relations sur le parcours. Hein. Alors effectivement, lorsqu'on est 50 heures ensemble, et en général les coureurs ils apprécient finalement de retrouver un groupe et puis de progresser ensemble, ça crée des relations, on apprend à mieux se connaître. Ça c'est une chose, mais l'autre élément aussi, on les voit en ce moment là, il y a des coureurs du 160 Challenge qui arrivent. Et ce 160 Challenge, étant donné que tous les jours ils se retrouvent, ça crée une véritable communauté. Donc je pense que ça amplifie encore ce phénomène et qu'au sein de ces 2 courses, 80 Challenge et 160 Challenge, on trouve des gens qui prennent le temps de faire connaissance et puis ensuite qui apprécient finalement de se retrouver jour après jour. Ouais, c'est ce que nous disaient Céline Finas et Anne-Laure Roux il y a quelques minutes, qui ont terminé première et deuxième de l'épreuve cette année, et qui ne se connaissaient pas avant jeudi et qui ont finalement créé des liens de sympathie à force de se retrouver en tête de course sur les podiums après l'épreuve. Il y a même eu, je crois, un mariage en tout cas lors des premières éditions qui s'est fait ici dans le cadre de l'UT4M. Alors je me souviens de couples qui se sont formés, de mariage, ça me rappelle quelque chose, mais je me souviens. C'était le vainqueur de la première édition ou de la deuxième édition. Oui, bien sûr, Fanny Coyne et Fabrice. Allez, il va m'en vouloir. Aletto, non? Mais non. Je l'ai au bout de la langue, mais je suis un peu fatigué. J'ai essayé de retrouver. Fabrice Arène. Fabrice Arène, il a fallu un peu de temps. Moi aussi, je l'avais pas loin. Fabrice Arène, donc c'est vrai. Mais même ils se sont rencontrés sur les T4M. Alors exactement. Et puis je crois que il y a quelques temps de ça, ils ont décidé de venir vivre à Grenoble. Donc voilà, maintenant je crois qu'ils peuvent profiter régulièrement de nos massifs. Ouais, Fabrice Arène qui avait effectivement remporté la première édition. La première édition, exactement. En 2013. Sa future compagne participait également à une des épreuves. Et puis en fait, elle est revenue, alors est-ce que c'était en 2014 ou en 2015, et accompagnée de Fabrice, elle a gagné. Voilà, une des belles histoires de l'UT4M. On a d'ailleurs vu que les couples étaient assez présents. Aurélien Collet était venu avec sa compagne qui, malgré un accouchement il y a quelques mois, s'est mis au départ sur 2 courses. Oui, 2 courses, et qu'elle a fait 2 podiums sur ces 2 courses. Et puis il y a des gens exceptionnels qui ont des capacités. De récupérer comme ça aussi vite pour redevenir performant. Pendant qu'on parle, on voit que c'est dur pour les concurrents, notamment du 160 avec le dossard rouge là qui
On chie, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, ça vient naturellement, mais quand on voit ces images, c'est une féminine visiblement qui pointe ici au sommet du Saint-Hénard. Alors de là, on voit la ligne. Si elle regarde, je pense qu'elle voit la ligne d'arrivée en bas. Mais bon, il en reste encore. On l'entend peut-être aussi d'ailleurs. Je pense qu'on entend le speaker. Pour avoir souvenir de ces derniers kilomètres sur Grenoble, on entend effectivement en fonction de la force du vent, on entend le speaker, ça réchauffe, ça donne envie, mais là il lui reste encore, un peu de distance. On voit qu'elle a du mal même à marcher. Si on peut juste baisser sur le dossard, que je vois son nom. Ah, on l'écoute. La ligne d'arrivée. Ça va? Attends. Bon, tu dormiras mieux ce soir. On va voir si on peut l'écouter, avoir un petit mot avec elle. Donc dossard 1215. Allez, 1215, on va trouver son nom. Ouais, vite fait, avant de partir. Parce que la descente, ça va être dur. D'accord. Charlotte, dossard 1215, elle n'a pas beaucoup de temps, ça va être dur. Je lui passe. Peut-être juste vous demander comment s'est passé ça. Ah oui, d'accord. Eh ben avec plaisir. Attends, il monte. Oui, je suis là. Bonjour Charlotte, Charlotte Quiblier engagée donc dans Charlotte, est-ce que tu nous entends Charlotte? Allô Charlotte, est-ce que Charlotte nous entend? Bonjour Charlotte, tu es en direct sur l'UT4M Live, on est nous tranquillement installés sur la ligne d'arrivée à Grenoble. Et on te voit là au sommet du Saint-Hénard, 15e, 27e au classement féminine. Bon, tu tiens le bon bout là, il reste plus que la dernière descente maintenant. Je vais descendre, ouais. Ouais, mais justement, je vais y aller parce que sinon, on va jamais y arriver. J'ai des douleurs partout, alors on va essayer de faire vite. Bon, on ne te retient pas plus longtemps. Charlotte, c'était sympa en tout cas d'avoir comme ça au milieu de la course un petit retour live. Charlotte qui est perclue de courbatures, elle nous disait, et qui veut vite descendre avant que ça devienne impossible. De boucler. Charlotte. Il faut qu'elle réussisse à prendre le temps de lever les yeux, parce qu'en fait ce passage au Saint-Hénard c'est quand même un endroit mythique quoi, avec une vue sur Grenoble. Moi j'y étais cette nuit sur le 20 km et c'est juste magique quoi. Charlotte illuminé. Qui cumule les heures de course puisqu'elle est partie jeudi pour la première étape, vendredi la Taillefer, hier Beldon. Effectivement, c'est déjà un beau défi d'arriver à boucler un 160 challenge. On a vu que même sur cette épreuve, par étape, il y a eu beaucoup d'abandons, plus d'une centaine d'abandons au cours de ces 4 jours. En ski, on verra les comptes, mais effectivement, de manière, historiquement, c'est une course qui voit à peu près 15% d'abandon. Donc on doit être à peu près dans ces chiffres-là pour l'instant. On va voir si ça se confirme ou pas. Eh ben, on est même au-dessus, Sébastien. Preuve que c'était une année compliquée avec peut-être les conditions météo. Il y avait 544 partants sur le challenge. Il y a déjà 116 abandons recensés. Oui. Donc plus de 20% des coureurs ont abandonné sur cette course, qui donne encore plus de valeur à ceux qui passent la ligne après autant d'heures d'efforts. Et alors le chiffre sur l'extrême, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Non, pas encore. Plus parlant, puisqu'il y a 472 partants et qu'on est aujourd'hui pour l'instant, alors que la course n'est pas finie, à 295 abandons. Plus de les 2 tiers en gros des coureurs qui sont partis vendredi de Cessin ne verront malheureusement pas la ligne d'arrivée à Grenoble. Oui, c'était une année compliquée avec effectivement la préparation d'une part, mais aussi donc la météo, les conséquences de la météo, l'évolution du parcours. Donc tout ça fait que la course est devenue encore plus dure. Effectivement, il fallait tenir le rythme pour passer les barrières horaires. C'était compliqué. Là, ils sont une centaine à être arrivés, 103 exactement à Grenoble. Et il en reste encore autant pratiquement sur le parcours. Ils ont jusqu'à quelle heure pour arriver ici à Grenoble? Ils ont jusqu'à 19h. 19h, clôture de la ligne d'arrivée. Alors ça fait partie aussi du jeu, c'est parfois cruel, mais les barrières horaires, c'est indispensable pour que l'organisation puisse quand même se dérouler normalement.
Oui, alors d'une part parce que c'était des histoires de sécurité par moment, et puis d'autre part parce que en fait, oui, c'est 172 km à gérer, donc c'est des bénévoles qui sont en poste parfois sur des durées relativement longues, donc on ne peut pas étendre éternellement le temps de présence sur ces postes. Il faut mettre une fin, quoi. Alors tu précises la distance parce qu'effectivement les courses s'appellent le 160 qui est censé représenter le nombre de kilomètres, et tout à l'heure on discutait avec Aurélien Collet et Thomas Balabo sur le 160 Challenge qui tous les coureurs leur montrent maintenant, qui cumulent les distances, et qui me disaient qu'eux en étaient à plus de 175 km. C'est normal, hein. 160 c'est on va dire le produit d'appel, la marque. Oui, alors je pense que le parcours a évolué un petit peu au fil des années. Donc je pense que à la première édition, lorsqu'on a démarré, on était effectivement sur les 160, peut-être 169, 168 km. Donc du coup, voilà, on a arrondi, mais côté inférieur. Mais là, avec les quelques évolutions, et puis cette année aussi, alors c'est peut-être encore différent sur l'extrême, vu les adaptations, on doit être à un kilométrage un peu supérieur. Oui, parce qu'on l'avait expliqué hier. Pour éviter une partie trop dangereuse dans la descente du Vercors, vous avez utilisé un parcours de repli, moins dangereux, mais forcément il est un peu plus long. Plus long pour les concurrents. Il était prévu qu'ils ne montent pas à Chamchaude, les concurrents du 160 extrême. J'ai l'impression, en regardant les temps de passage, que finalement certains y sont allés, non ? Alors moi, donc c'est un point, on m'en a parlé, j'avais demandé au niveau du PC Course s'ils pouvaient vérifier. A priori, non, ils n'étaient pas montés jusqu'à Chamchaude. Il qu'ils m'expliquent, parce qu'ils ont mis 2 heures pour aller du Habert Chamchaude au Sapé, donc ça me paraissait un temps extrêmement long, mais peut-être c'est un point qu'on vérifiera. Peut-être que les chronométrages aussi vont se réajuster au fur et à mesure. En tout cas, ils en ont eu, qu'ils soient montés à Chamchaude ou pas, ils en ont eu pour leur argent et pour leur effort. Je crois que oui, ils vont prendre quelques jours, voire quelques semaines effectivement pour récupérer maintenant, parce que cette course, encore une fois, il y a la distance, il y a le dénivelé, et puis il y avait la difficulté de l'humidité et de ces terrains gras cette année aussi. Donc ça veut dire des appuis vraiment fuyants, des glissades, donc ça rajoute encore de la difficulté et de la fatigue. Alors, on a vu l'état dans lequel arrivaient certains coureurs, couverts de boue de la tête aux pieds, et donc ça donne aussi l'ampleur de ce qu'ils ont dû affronter cette année. Ça faisait 2 éditions que l'UT4M n'avait pas eu lieu. La dernière édition, c'était 2018. 2021, un retour à nouvelle date en début d'été, ici à Grenoble. Quel bilan on peut tirer, même si la course n'est pas encore terminée, mais on peut déjà dire que le succès populaire, je crois qu'il y avait plus de 5000 inscrits, il y a eu plus de 4000 partants sur les différents formats de course. Le succès populaire est toujours au rendez-vous. Oui, effectivement, on est super content que la course, malgré ces 2 années de césure, elle ait réussi à mobiliser autant de coureurs, à attirer autant de coureurs. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne chose pour nous. Ça laisse présager quand même de futures éditions sympa. On peut encore attirer plus de monde, grandir les jauges. Il y a certaines courses où on avait près de 600 partants. Alors, quand on regarde chaque course prise individuellement, elles sont relativement modestes, somme toute. Quand on compare ça à des courses qu'on peut trouver soit au niveau dans l'Écosse, dans l'Aveyron, aux Templiers ou à la Saint-Élion. Voilà, on est sur des dimensions qui n'ont rien à voir. Nous, ce qui est important, c'est qu'on a quand même 12 épreuves. Donc 5200 coureurs sur 12 épreuves, ça n'en fait pas autant que ça sur chaque épreuve. Donc c'est un point qu'il faudra qu'on regarde. On parlait bilan, on va étudier tout ça lorsqu'on aura passé l'événement, lorsqu'on aura récupéré un petit peu pour voir comment est-ce qu'on fait évoluer les choses pour que l'année prochaine ce soit encore mieux. Bon, et puis vous avez eu cette année le soutien appuyé de la ville qui est au cœur de cette UT4M, la ville de Grenoble, qui nous accueille ici évidemment pour l'arrivée, mais qui a fait un peu plus avec la participation d'Éric Piolle, le maire, à l'une des courses. C'était hier sur le 40 Beldon. Il nous en a parlé, c'était la seule course, la première de sa vie, peut-être la dernière, nous a-t-il dit Éric Piolle. Donc voilà, ce sera une petite exclusivité de l'UT4M. Bon, j'espère que ce ne sera pas la dernière parce qu'il pour des raisons d'expérience, mais je crois pas. Non, il m'en a parlé brièvement. Il était très content, en tout cas, et du parcours et du balisage, m'a-t-il dit, et de l'accueil des bénévoles.
Et donc voilà, bon, peut-être, en tout cas, nous, on est prêt à accueillir tous les gens qui nous aident dans l'organisation de cet événement et qui sont essentiels. Donc, ces partenaires, qu'ils soient collectivités ou qu'ils soient partenaires privés, c'est important de les avoir à nos côtés. Et donc s'ils veulent courir, évidemment, on est ravis de pouvoir leur montrer ce qu'est l'UT4M, mais de l'intérieur. Oui, je crois que c'est la meilleure façon pour qu'un partenaire ou que quelqu'un qui est intéressé par l'événement puisse se rendre compte de tout ce que ça représente comme mobilisation, d'être dans la course comme l'a fait Eric Piolle. En plus, il en a bien profité. Il a mis 12h30 il a pris pour le faire temps qu'il fallait. Donc je pense qu'il a tout connu, les postes de ravitaillement qui fermaient, mais il n'a pas dû passer très loin de la barrière horaire sur le 40 Beldon. Et bon voilà, il a voulu vivre l'expérience jusqu'au bout puisqu'il est arrivé de nuit à Saint-Nazaire-les-Aisnes en début de soirée. Hier et qui sera là, j'imagine, tout à l'heure pour remettre également les podiums de cette édition 2021. L'édition 2022 est déjà dans les tuyaux, Sébastien. On anticipe comme ça un an à l'avance ou comment ça se passe ? Oui, on anticipe un an à l'avance, donc on a commencé à réfléchir, mais tout doucement. On va prendre le temps de digérer cette épreuve, de faire le bilan et puis de poser les jalons de ce que sera 2022. Mais oui, je pense qu'au niveau de l'association, c'est clairement maintenant l'étape suivante, quoi. Et ça prendra bien un an pour le préparer. Voilà, avec une formule en tout cas qui a trouvé ces marques, un lieu d'arrivée ici au cœur de Grenoble qui permet, on l'a vu en image, aux coureurs de finir dans les rues du centre-ville, dans les rues piétonnes. Une grosse transition entre la montagne sauvage qu'ils ont parcourue et puis le milieu urbain et les noctambules qui peuvent croiser. Oui, c'est vrai. Dans la nuit, moi-même donc y étais, j'étais surpris d'entendre de la musique de la Bastille. C'était pas nous qui faisions du bruit, c'était des groupes de jeunes qui avaient décidé de fêter je ne sais quoi. Donc oui, c'est sympa finalement cette proximité qu'on réussit à créer entre le public grenoblois et puis les coureurs. Et c'était bien notre ambition en se déplaçant du Palais des Sports, du Parc Paul Mistral ici, c'est de se rapprocher du public. Alors, en espérant que l'année prochaine, les contraintes sanitaires permettent au public justement de venir jusqu'à la ligne. Ça, c'est le côté un peu frustrant pour les coureurs. C'est que le public, c'est pas de votre faute, mais n'a pas le droit d'accéder au site d'arrivée alors que c'est normalement un moment important quand on boucle un ultra de pouvoir communier avec sa famille. Ouais, alors ça fait partie des compromis qu'il a fallu faire cette année. Il y en a un certain nombre du fait de la situation. L'essentiel, il est dans le plaisir des coureurs qui passent la ligne d'arrivée et puis aussi le plaisir des bénévoles de pouvoir vivre cet événement. Je crois qu'ils sont quand même nombreux. Alors c'est éprouvant, c'est-à-dire qu'on sort d'un événement comme ça en tant que bénévole lessivé. Évidemment, on est confronté à des cas, mais heureusement quand même rares, de conflits avec des coureurs qui ne comprennent pas certaines de nos décisions, par exemple. Donc tout ça, il faut un peu de temps pour passer outre et puis ensuite se reprojeter sur la suite. En tout cas, on a surtout eu des retours positifs, nous, pour les coureurs qu'on a pu avoir ici au micro pendant ces 4 jours de retransmission. Il y en a beaucoup, alors qu'on voit la Bastille ici avec l'arrivée du téléphérique. C'était aussi une des innovations d'essayer de retransmettre en live une course qui est très compliquée à suivre évidemment en vidéo et en TV, mais grâce à un réseau de bénévoles qu'on avait sur les différents points, on a pu rendre compte un peu de ce que ça pouvait représenter de vivre un UT4M de l'intérieur. Oui, donc effectivement, on a plusieurs bénévoles qui se sont portés volontaires pour jouer ce rôle de reporter et qui l'ont très bien fait et je les remercie. On va aller voir ces bénévoles qui vont se mettre devant les caméras pour une fois, alors qu'ils ont été derrière pendant ces 4 jours. Là, c'est Blandine. Il y a Blandine, on voit avec son maillot vert de meilleure sprinteuse, c'est comme ça sur le Tour de France. Mais c'est vert, c'est aussi, bonjour Blandine, c'est aussi la couleur de l'UT4M, évidemment. Blandine qui est au sommet du Saint-Hénard. On voit pas Marion. Non, c'est Marion, je crois, qui est au sommet du Saint-Hénard. Blandine, elle doit être à la Bastille. Voilà, Blandine est à la Bastille. Et Marion, si elle se décale un tout petit peu, Marion, qu'on la voit nous dire au revoir. On l'a vu déjà tout à l'heure. Marion. Il faut qu'elle se méfie. Je ne sais pas où elle a posé la caméra, mais il ne faut pas qu'elle soit sur la zone. Il y a du vide au Saint-Hénard. Il ne faut pas qu'elle tombe dans le vide pour poser devant la caméra.
Et je crois qu'elle est en train de prendre des consignes pour repositionner sa caméra parce qu'effectivement... voilà, ils sont en lien par téléphone parce que c'est compliqué sur un allez, périmètre aussi vaste que les 4 massifs de pouvoir communiquer avec toutes ces équipes sur le terrain. On avait Jonathan aussi tout à l'heure qui était à Shamshod et qui est en train de redescendre. Donc là, la connexion est plus compliquée pour Jonathan. Et puis je voulais faire aussi un petit clin d'œil, ce sera peut-être le dernier reportage qu'on va diffuser à Franck Derrien, qui est un autre reporter qui était sur le terrain avec son petit ours. Avec Teddy. Porte-bonheur, un petit ours Teddy. Franck, je crois qu'il est atteint d'un syndrome autistique et qui a vécu également cette UT4M à sa façon, syndrome Asperger. Et qui est une crème en fait. J'ai eu des commentaires de coureurs justement le premier jour alors que les conditions, beaucoup de pluie, ça glissait. Et il était dans la descente du col de l'Arc et il était là pour aider, finalement il s'est porté volontaire pour aller aider les coureurs à dépasser ce lieu un peu compliqué quoi. Donc voilà, ils étaient tous enchantés de pouvoir le rencontrer et puis en plus de pouvoir être aidés de la sorte. Eh bien, on va le regarder, Franck Derrien qui nous a envoyé quelques images. Avant ça, on va peut-être refaire un clin d'œil à Marion. Elle a trouvé, Marion a trouvé un point moins dangereux pour qu'on la voie et qu'on la remercie effectivement pour ce travail effectué dans des conditions de pleine nature, on va dire. Bravo Marion. Au sommet du Saint-Hénard, c'est pas le pire endroit pour faire des images, le sommet du Saint-Hénard. Non, je pense que reporter, moi ça me plaît bien aussi d'aller dans ces conditions. Donc, et oui, on est là-bas. On va se battre, Marion, Blandine. On est au fond, Marion, on nous devine dans le brouillard. Voilà, puis on salue aussi Jonathan qu'on ne pourra pas voir en image, mais qu'on a vu tout à l'heure avec son t-shirt jaune sur les hauteurs de Shamshod. Allez, petit clin d'œil à Franck Derrien, autre bénévole qui s'est investi dans la production d'images sur cette édition 2021. Et puis on conclut derrière, ici sur la ligne d'arrivée à Grenoble. Merci, merci, je suis juste ouais. Allez, merci. Merci. Tu vas gagner en plus. Allez, c'est bien les gars, bravo. Allez, courage. Bravo, petit Franck. Allez, courage Yann. Allez, bravo. Allez, courage. Allez, bravo, courage. Allez, courage. Allez, courage, bravo. Merci. Merci. Merci, c'est très sympa à toi, courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis de Villars. Allez, courage. Allez, bravo. Bravo. Allez, bravo. Allez, bravo, c'est bien. Allez, bravo, ça va et toi? Allez, courage. Vas-y, fais la photo. Vas-y, je fais une vidéo pour l'organisation. Courage, bravo, allez, accroche-toi, c'est bien. Allez, bravo. Allez, bravo, c'est bien. Allez, bravo. Ciao, salut, courage. Allez, bravo. Allez, bravo. Allez, bravo. Courage. Allez, bravo. Courage.
Voilà, avec ce petit clin d'œil donc à Teddy et Franck Derrien qui a filmé les coureurs pendant ces 4 jours de course. On a d'ailleurs vu que les conditions qu'on a évoquées, qu'on a commentées ici, elles étaient bien réelles, avec notamment les descentes dans la boue. Et puis là, je crois qu'on était du côté du col de la Prat, si j'ai bien reconnu les images. J'avais l'impression qu'il y avait le lac du Crozet derrière. Oui, effectivement, j'ai mis un peu de temps, mais je pense effectivement que c'était ce le col de la Prat, qui était le nouveau passage de l'IT4M, puisque ça donne accès à cette nouvelle section que les organisateurs ont mis en place avec le col du Loup et le refuge de Prémolard qu'on a pu voir hier en direct, mais malheureusement dans le brouillard, c'est difficile de se rendre compte. C'est un endroit où il faut retourner parce qu'en fait le cadre est superbe et puis bon, on fait une pause au refuge et ça fait une bonne journée. Alors voilà, ça donnera une raison supplémentaire aux participants de cette année pour revenir. L'année prochaine, ou ceux qui ont vu ces retransmissions et qui ont envie de s'inscrire pour l'édition 2022. Il y en a pour tous les niveaux, on l'a déjà dit, de 20 km à 175 pour le parcours le plus long, de 500 mètres de dénivelé à 12 000. Allez, on va l'arrondir à 12 000. Il y a de quoi ajuster le format qui correspond à ses capacités physiques. Bon, on a fait du rab aussi pour ce direct, il était prévu pour 3 heures, on en est à 4 heures et des poussières, 4h23 même de retransmission, mais bon, ils méritaient bien ça, ces coureurs qui ont passé pour certains, qui auront passé pour certains jusqu'à 50 heures dans la montagne. 53 heures, oui, jusqu'à 53 heures pour le dernier qui arrivera à 19h. À la barrière horaire, allez, on va finir en donnant son nom, le dernier du 160, en tout cas pour l'instant dans les postes de chronométrage, parce qu'on a beaucoup cité la tête de course et c'est normal, ce sont des champions de haut niveau, mais on peut peut-être donner le nom de celui qui sera certainement l'estimation, le dernier, voilà, avec les estimations du chronométrage. On va regarder où en est le queue de peloton de l'extrême. Alors, la queue de peloton de l'extrême. Alors j'ai des coureurs qui sont encore à Saint-Nazaire-les-Aisnes. Alors ça me paraît long pour eux. Je pense que celui qui bouclera la ligne, ce sera Damien Lavallée qui pour l'instant est au sapé et qui a encore il a encore 4 bonnes heures pour rallier Grenoble. Donc même si ça peut être très long en fin de parcours quand on est cramé, logiquement il devrait arriver avant la fameuse barrière horaire et clore cette édition 2021 de l'UT4M. Voilà, nous on va s'arrêter là, on reprendra l'antenne, en tout cas le live de l'UT4M sera de nouveau actif dans 1h30 à peu près pour les premiers podiums. Pour la remise des prix. Voilà, une remise des prix XXL, puisque on l'a dit, il y avait beaucoup d'épreuves, beaucoup se sont terminées aujourd'hui et qu'il y a aussi beaucoup de catégories. On a vu des vétérans 3, des vétérans 2, des hommes, des femmes et même des jeunes espoirs, puisque dans le 160 Challenge, la 2e place a été prise par Yann Kukerman, jeune coureur de 21 ans. C'est exceptionnel. Voilà, qui inscrit son nom à la 2e place du Challenge et qui sera certainement un des concurrents dans les années à venir, parce qu'il habite pas très loin là en Savoie. Très bien. Voilà, merci Sébastien, merci à toutes les équipes techniques qui ont permis de réaliser ces lives pendant 4 jours. Et puis on se donne rendez-vous à 16h pour les podiums. Et puis en 2022 pour la 10e édition. Ah oui, ça fait plaisir.